Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous rejoindre. C'est Club de l'Actu, le plaisir de reprendre service au compte de cette émission après 3 semaines de pause. Au menu, plutôt à la une de cette émission ce dimanche, attendu dans 48 heures, c'est-à-dire à partir de mardi 10 avril, le début des choses sérieuses aux travaux du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord politique du 12 octobre 2016. C'est en principe donc mardi que les différentes entités politiques ayant des réclamations devraient présenter celles-ci avec les éléments de preuve qui les sous-tendent. Ensuite, il reviendra au même comité d'examiner dans le détail et dans le fond ces réclamations et afin d'y apporter un traitement et une réponse conformément aux recommandations issues des consultations engagées par le chef de l'État avec la classe politique ces derniers jours. Quel schéma de sortie peut-on envisager? Comment sortir de l'impasse politique en Guinée? On pose ces questions ce soir dans cette émission. Pour y répondre, notre invité il s'est déjà installé sur ce plateau, M. Baouri, il est le président du mouvement UFDG Renouveau. Et puis la Guinée vers la semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique. Elle se tiendra ici à Conakry du 17 au 20 avril prochain. À cette occasion, le ministère des Télécommunications et de l'économie numérique, à l'origine de cette initiative, en collaboration avec l'APIP, l'agence de promotion des investissements privés, remettra les prix sanctionnant un concours dénommé Innovations Days. Innovations Days est une compétition dont l'objectif est d'encourager et de promouvoir l'entrepreneuriat dans le numérique par la création et le développement d'applications, de solutions ou de plateformes adaptées aux besoins des différents secteurs économiques. Peut-on lire sur le lien dédié donc à cette semaine du numérique? Pour en parler, dans la deuxième partie de cette émission, nous recevons M. Gabriel Curtis. Il est le directeur général de l'APIP, l'agence de promotion des investissements privés, qui va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Pour interroger nos deux invités, nous avons fait venir sur ce plateau deux confrères qui s'ajoutent donc aux co-animateurs de cette émission. Le premier, c'est Talibé Bari de la radio City FM et du journal La République. Talibé Bari, bonsoir. Bonsoir. C'était un coutumier de ce plateau. Le deuxième, c'est M. Abdoulaye Ba du site internet guinénews.org. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir. Et le co-animateur de cette émission, qui n'est plus à présenter, M. Mohamed Mara du groupe Adafo Média. Bonsoir Mara. Bonsoir. Bien, notre invité qui s'est déjà installé sur ce plateau, à qui nous disons bonsoir M. Ba. Bonsoir. Bienvenue. Pour commencer, avant de l'interroger, un mot sur le gouvernement. Le nouveau gouvernement, il a été annoncé par le président Alpha Condé depuis le 8 mars. Cela fait pratiquement jour pour jour un mois que depuis que cette annonce a été faite par le président de la République, jusqu'à présent, rien que dalle. Les Guinéens s'impatientent et les Guinéens s'interrogent, Abdoulaye. Ouais, les Guinéens s'interrogent. Je pense que le président Alpha Condé, lui seul sait pourquoi il a annoncé à cette période la nécessité de former un gouvernement. Et je pense qu'en le faisant, il met la pression sur lui-même. Et tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il a déjà donné une idée de ce que sera son futur gouvernement. Il a dit que les prochains ministres seront des ministres proches du peuple, des ministres qui disent la vérité, des ministres qui seront à l'écoute du peuple. Qui seront à l'écoute du peuple, et puis des ministres qui seront sur le terrain. Ça c'est connu. On avait dit aussi qu'il va faire une consultation avec la majorité silencieuse. Ça, c'est déjà fini depuis qu'il a rencontré les opérateurs économiques et la société civile. Tout ce que l'on sait, c'est que, selon en tout cas les informations dont nous disposons, c'est que premièrement, lors du dernier conseil des ministres, Alpha Condé a été clair envers ses ministres. Aucun ministre ne doit prendre un arrêté ministériel. Et la deuxième chose, c'est qu'il a savonné encore son gouvernement pour deux raisons. La première raison, en tout cas, si nos informations sont bonnes, c'est que Alpha Condé n'a pas du tout aimé, et ça il le dit depuis qu'il est là en 2010, la communication gouvernementale. Ça vraiment c'est le talon d'Achille de son gouvernement. La deuxième chose, c'est la gestion de la crise syndicale. Vous savez qu'au mois de mai, le gouvernement va rencontrer le syndicat pour parler du salaire de base des enseignants qui est fixé à 8 millions de francs guinéens. Alors, Alpha Condé dit à ses ministres qu'il n'a pas du tout aimé de la façon dont
le gouvernement a géré la première crise syndicale autour du paiement des 40% exigés par le syndicat. Cette fois-ci, il souhaiterait que le gouvernement prenne des dispositions, et ça, quand il dit dispositions, c'est à chacun d'imaginer en tout cas quel genre de dispositions on peut trouver pour faire face. Donc pour vous, il a déjà laissé transparaître les couleurs du futur gouvernement à l'issue du Conseil des ministres de cette semaine. Oui, il a déjà donné, parce que je vous ai dit, il a interdit à tous les ministres de prendre des arrêtés. Deuxièmement aussi, on sait que Alpha Condé a... aucun département ministériel, et puis on est au mois d'avril, n'est entré en possession avec son budget habituel. Ouais. Donc, donc si on vous coupe la possibilité de prendre des arrêtés, et puis après on vous coupe les vivres, ça veut dire que c'est des ministres en sursis que nous avons en face. Et qui attendent donc d'être fixés sur leur sort. L'autre difficulté aussi pour la nomination de ce gouvernement, c'est, peut-être on peut le comprendre aisément, c'est aussi la difficulté que le président a de nommer, de se choisir un premier ministre. En principe, cela ne devrait pas poser de problème. Mais il s'est mis le couteau sous la gorge tout seul avec cette mauvaise formule, malheureusement, qu'il a introduite dans le pays quand il dit, par exemple, que la primature doit revenir à la basse-côte. Et on sait qu'en le faisant, il limite les choix. Ça, c'est un. Mais secondo, on connaît le président, on connaît sa personnalité, on sait qu'il n'aime pas un homme qui puisse, si vous voulez, s'affranchir de sa tutelle. En tout cas, qui puisse avoir une certaine envergure. Les différents choix qu'il a opérés depuis 7 ans le prouvent à suffisance. Mais, si vous voulez, personnellement, je crois aussi en l'éminence quand même du gouvernement. Mais lorsqu'on sait qu'on a en ce moment une mission des institutions de Bretton Woods dans nos murs, je pense que c'est très probablement, si vous voulez, la raison fondamentale qui empêche le chef de l'État de procéder maintenant à ces retouches. Et ça peut peut-être nous donner quelques indications. Parce que si, notamment les ministres du pôle économique doivent être maintenus, on n'a pas besoin, honnêtement, d'attendre le départ du FMI pour procéder à un réajustement au sein du gouvernement. Mais peut-être que ça va toucher les ministres de ce pôle. Mais quand on prend notamment ceux qui s'occupent du pôle du travail, fonction publique, emploi, enseignement technique, enseignement peut-être même préuniversitaire en l'occurrence, peut-être qu'il donne une indication, c'est qu'il va les maintenir. Parce que si dès maintenant, il leur dit exactement ce qu'ils doivent faire dans quelques semaines, ça veut dire qu'ils pensent les maintenir. Or, ce ne serait pas surprenant. C'est quand même, si vous voulez, des patrons quand même de son gouvernement. Prenez un Albert Damantan Camara, qui, à mon avis, je l'ai réclamé depuis longtemps, je pensais que c'était mieux de le déplacer, de l'envoyer à la tête de notre département maintenant. Parce que je pense qu'il y a un phénomène d'usure qui s'est installé, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, des grèves à répétition, à foison, un peu partout dans le pays. Et le point commun à toutes ces grèves-là, c'est qu'elles ont été toutes mal gérées. Parce qu'il y a une certaine forme d'arrogance quand même dans le management concernant les questions liées à l'emploi, à la problématique de l'emploi, mais surtout du droit de grève dans notre pays. Donc il y a cela. Maintenant, le gouvernement, je pense que la troisième indication peut-être qu'on peut avoir, c'est qu'il va être plus ouvert qu'on ne le pense. Oui, ces consultations, c'est probablement le but. Parce qu'il y a des manœuvres qui visent d'abord à voir qui est-ce qu'on peut débaucher, par exemple, de l'opposition. Il y a Kino News qui laisse penser que des leaders politiques pourraient, au moins 3, pourraient rejoindre le gouvernement. On va poser la question tout à l'heure à M. Baoui. Il y en a qui pourraient concerner aussi, pourquoi pas. On commence à faire la commande des vestes. Justement, il y en a qui eux-mêmes, on pressentait qu'ils voulaient vraiment revenir au gouvernement. Certains revenir, d'autres entrer au gouvernement. Le président l'a dit. Il a déjà dénoncé publiquement qu'il y a beaucoup de ses opposants qui l'attaquent vertement la journée, alors que la nuit, il lui envoie des textos parce qu'en fait, ils veulent intégrer le gouvernement. Donc, il y a mais je pense qu'il fera une petite ouverture. Et pourquoi pas vers les médias? Parce que l'autre pan du conflit, on l'oublie. Que si le conflit avec les syndicats s'est enlisé, c'est parce qu'il y avait ce conflit sous-jacent avec les médias depuis le 31 octobre. Et cela a beaucoup embêté le chef de l'État. Moi, je ne serais pas surpris qu'il fasse un clin d'œil aux médias, en tout cas, si vous voulez. A été contacté?
Non, c'est pas du possible tout. alors. C'est Alors, possible. mais je pense qu'il va y avoir des ouvertures en direction de la société civile les médias, et puis en direction de l'opposition. De la classe politique, de l'opposition. Talibé, vous croyez en la capacité de M. Alpha Condé enfin de nous sortir un gouvernement digne de ce nom, comme il l'a toujours clamé haut et fort, un gouvernement de mission, un gouvernement au service et à l'écoute du peuple? Mais le gouvernement Youla, c'est ça le gouvernement de mission. Absolument, absolument. Donc il ne faut pas... Écoutez, moi je ne crois plus dans certaines proclamations. Gouvernement de large consensus, gouvernement de mission, gouvernement de ci, gouvernement de ça. Parce que souvent, l'effet qui suit les annonces, c'est un effet souvent décevant. Le gouvernement que Alpha Condé se propose de nommer, va-t-il être un gouvernement de vraie mission cette fois-ci, au regard de toutes les tensions qu'il y a sur le front, par exemple, social, et sur le front social et économique? Est-ce que ça va être un gouvernement hautement politisé et qui fait appel à cette ouverture dont Mara parle, au lieu d'une petite ouverture, une large ouverture, qui ferait appel à des ministres dont une bonne partie viendrait de la classe politique, c'est-à-dire des entrailles du parti au pouvoir, le RPG, des politiciens bien connus de la mouvance et puis de l'opposition? C'est une question que moi je me pose, ou ça va être une sorte de mélange, un mélange des deux. Ce qui est évident, si Alpha Condé veut à tout prix donner des réponses claires, manifestes à travers un gouvernement dit responsable, comme il le dit, un gouvernement composé de personnalités à l'écoute du peuple, est-ce qu'il va choisir de s'attaquer aux problèmes socio-économiques du pays à travers des personnalités fortes capables d'apporter des réponses à ce secteur? Ou bien il va opter pour ce mélange qui va finalement, à mon avis, être une sorte de gouvernement de compromis ou peut-être de compromission pour avoir cette tranquillité, cet apaisement dont il a besoin pour un peu aller jusqu'à la fin, au moins, de son mandat. Mais je vous assure que moi, je ne crois en rien, absolument rien, parce que nous avons vu, comme Mara le dit, comment est-ce que le président peut s'enfermer dans une logique d'octroi communautariste de postes, des hauts postes de l'État à des régions. Quand il dit que l'Assemblée, c'est la Guinée forestière, la primature, c'est la Basse-Guinée. Alors aujourd'hui, alors aujourd'hui, est-ce que la question est de savoir qu'est-ce qu'il les réserve justement, à la moyenne Guinée. La question là est tellement importante. Non, laissons oui, mais c'est le cas de la moyenne Guinée quand même. Non, laissons le cas de la moyenne Guinée. Oui, est-ce que si quand même ne représente pas la moyenne Guinée. Si Alpha Condé, justement, si Alpha Condé nomme un premier ministre qui ne soit pas de la Basse-Côte, ça peut donner une indication peut-être sur ses intentions pour le futur, parce que c'est entre autres grâce au ralliement de la Basse-Côte qu'il a eu la présidence en 2010. Vous comprenez? Alors, s'il renonce à donner la primature à un ressortissant de la Basse-Côte, ça peut laisser penser qu'il n'a pas peut-être d'intention après 2020. Bien. Surtout qu'il ne reste plus que 20 mois. Il ne lui reste plus que 20 mois, à mon avis. Un gouvernement, pour les 20 derniers mois, pourquoi faire? Pourquoi faire? Beaucoup, en tout cas, se posent des questions sur ce que le prochain gouvernement, en tout cas, pourrait apporter de gigantesque à ce pays. Après 8 ans, en tout cas, d'exercice du président Alpha Condé à la tête de notre pays. On va rebondir là-dessus avec notre invité. À nouveau, bonsoir, M. Bahouri. Bonsoir. Bien, merci de répondre à notre invitation. Vous avez suivi les commentaires, les premiers commentaires de nos confrères sur ce plateau, sur la formation du prochain gouvernement, du futur gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà été contacté? Mohamed Mara parlait de la possibilité d'une ouverture vers l'opposition. Exactement. Non, la question n'est pas là. La vraie question, de quoi la Guinée a besoin aujourd'hui? On a traversé une période très difficile.
en ce qui concerne la stabilité d'abord du pays, c'est-à-dire avec les mouvements récurrents des personnes qui sont tuées et les conséquences économiques et sociales de ces genres de manifestations sur le front politique. Sur le front social, il y a une demande sociale qui est latente depuis très longtemps, qui nécessite des mesures et des actions. Parce que, comme vous le savez, quelqu'un qui a faim ne peut plus continuer à se serrer la ceinture. Il faut apporter des réponses concrètes. Et cela nécessite des actions précises. Vous savez, ce n'est pas parce que le gouvernement doit faire ou peut faire ou ne veut pas faire. Où sont les moyens pour agir effectivement, pour soulager les populations? Ça, c'est la gouvernance économique, c'est la production nationale, c'est un climat d'investissement attrayant, c'est une vision de prospective de la Guinée qui peut permettre à des investisseurs de se dire on peut investir, on doit investir dans ce pays. Ce n'est pas simplement des questions qui doivent être à tel poste, à tel autre poste. Les questions sont fondamentales et il est urgent de commencer à aller dans le sens de la préoccupation de l'écrasante majorité de la population. C'est ça qui est le plus important. Le reste, bon, c'est tout à fait normal que les uns et les autres... Oui, sur la question de Abdoulaye, oui. Si on vous fait appel, M. Baouri, ministre d'Alpha Condé, possible ou pas? La question n'est pas encore posée. Non, mais il dit si. Non, on ne peut pas faire le monde avec des si. Est-ce que vous accepteriez Moi, je suis bon, de manière franche et claire. Je veux que mon pays avance. Et si vous pouvez y apporter dans le contexte actuel, je peux fonctionner comme le soldat. Le soldat, ce n'est pas lui qui a, disons, la déclaration pour dire que la décision finale. Mais il agit en tant que soldat lorsqu'il est appelé pour assurer l'intérêt du pays. Aujourd'hui a besoin de vous, bien entendu, vous mettrez à son service. Vous étiez pressenti être dans le précédent gouvernement, on vous voyait venir au ministère de l'Unité nationale. Ah, c'est vous qui le dites, hein. Moi je n'ai jamais non, été... Je n'ai jamais été... Les médias l'avaient fait, oui, mais c'était davantage lié au bon souvenir qu'il avait laissé au ministère de la Réconciliation nationale. Donc on le comprend bien, si vous êtes sollicité, vous ferez partie du prochain gouvernement. Dans le contexte actuel, ce n'est pas une question d'humeur. C'est l'intérêt vital de la Guinée d'aller dans le sens d'une réelle stabilité, à apporter des réponses précises aux préoccupations de la population, parce que sinon, il y a des dangers qui guettent la stabilité de la Guinée. Vous n'iriez pas à n'importe quel prix, parce qu'on sait, on vous a désigné par exemple pour faire partie de la commission de réflexion sur le secteur de l'éducation. Vous avez jeté le point parce que la façon dont les choses devraient s'y passer ne vous plaisait pas. On sait que vous êtes quelqu'un, parfois, souvent à cheval sur les principes. Vous posez peut-être des conditions. Lesquelles, par exemple? À quel prix vous accepterez d'aller dans le gouvernement? Vous posez des questions sur un sujet qui n'est pas d'actualité, qui n'a aucune réalité, et qui ne... Ça pourrait être une perspective assez imminente. Parmi les compétences qu'il y a quand même dans la classe politique. Vous savez, il y a des choses qui... c'est dans un cadre discrétionnaire du choix du président de la République de faire appel à des hommes et des femmes qu'il pourra estimer capables de l'accompagner pour réaliser un certain nombre de projets qu'il a pour le pays. C'est un caractère discrétionnaire. Cette question ne s'est pas posée, donc je ne peux pas y répondre. Donc si on vous fait appel en tant que soldat, vous ne poserez pas de conditions? J'ai toujours été un soldat pour mon pays. Je le défends à ma manière, et parfois avec le prix du sacrifice qui est extrêmement important. Il y a une question sur les hésitations du président à se choisir un nouveau Premier ministre. Les confrères ici sur ce plateau l'ont rappelé. Comment vous prenez aussi le fait que le président Alpha Condé s'accroche à l'idée de nommer toujours un Premier ministre originaire de la Basse-Côte? Bon, c'est vous qui dites qu'il hésite. Moi, je ne suis pas dans les secrets. Il a dit publiquement que la primature, il accordait à la base guinéenne. Bon, ça, c'est au début. C'est une bonne option. Ça, c'était au début de son premier quinquennat.
Bon, moi je pense... Sauf qu'il a réélu en 2015. À sa réélection. Bon, de toutes les façons, le président de la République a la liberté de se choisir le Premier ministre, chef du gouvernement, de son choix, dans le cadre, disons, d'institutions présidentialistes dans notre pays. Qu'il choisisse ce Premier ministre toujours de la Basse-Côte, de Forêt-Carrière, ça ne vous gêne pas, M. Bahouri? De toutes les façons... Non, vous personnellement. Moi, je considère que dans un pays, je ne veux pas prendre les citoyens guinéens en fonction de leur région et de leur ethnie. À tout moment, ce qu'il faut pour l'intérêt du pays, c'est ça qui doit être mis en œuvre. Si vous étiez à la place de M. Alpha Condé, très certainement que vous procéderiez autrement. Mais selon vous aujourd'hui, quel devrait être le portrait robot du Premier ministre qui puisse nous sortir un peu, voilà. Et quelle ossature pour un prochain gouvernement? Est-ce qu'il faut un gouvernement resserré complètement, peut-être à 15, 18 ou 20 membres maximum, ou un gouvernement élargi pour, où on trouverait plusieurs courants politiques dans, si vous voulez, l'objectif de calmer un peu plus les clivages sociopolitiques? Oh, c'est compliqué puisque je ne me suis pas posé la question, puisque ça ne fait pas partie de mes... Vous êtes quand même Mais un ce acteur que je dois dire, oui. Dans le contexte actuel, il faut des personnes capables de redorer l'image de notre pays sur le plan externe et de recréer un climat de confiance avec la grande majorité de nos compatriotes. Et de ce point de vue, il faut que ce soit des hommes et des femmes qui rassurent, qui inspirent confiance, qui contribuent à une amélioration de la qualité de la gouvernance, pas simplement par des discours, mais par des faits, par une réelle prise en compte de l'intérêt de gérer les affaires publiques de la manière la plus vertueuse, parce que ce pays en a profondément besoin. C'est progressivement que les compatriotes pourront se rendre compte qu'il y a quelque chose qui redémarre et qui inspire confiance, et par conséquent, l'étranger aussi pourra se dire qu'il y a quelque chose qui va. On ne peut plus se permettre de jouer à une certaine forme d'irresponsabilité, de faire comme si l'espace politique c'est un espace théâtral. Et aussi, dans certains pays, c'est théâtral. Dans notre pays, c'est tragique parce qu'il y a des hommes et des femmes qui meurent, il y a des gens qui souffrent, il y a beaucoup de misère que nous ne parvenons pas à résoudre, alors que nous avons les moyens d'y faire face. Mais il faut que ce soit sérieux et que les hommes et les femmes soient pour une fois plus responsables. Et ça, c'est valable aussi bien pour ceux qui sont dans la mouvance que pour ceux qui sont dans l'opposition. On ne peut plus se permettre de jouer avec la destinée de la Guinée. Il y a certains qui s'amusent à le faire. Moi, je ne suis pas de ce genre. Monsieur Bahouri, président du mouvement UFDG, renouveau. Le premier vice-président de l'UFDG. Il le clame, toujours. Le premier vice-président qu'on ne voit pas dans les assemblées générales. Oh, Ablaïba, je sais que tu suis régulièrement les assemblées de l'autre, mais sache qu'il y a un processus judiciaire en cours. Les autres font tout pour retarder la décision de la Cour d'appel pour ne pas être sanctionnés. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas. Mais je te dis encore, les militants de l'UFDG, dans peu de temps, prendront la décision qu'il faut pour changer la gouvernance de l'UFDG. Parce que, avant-hier, l'ambassadeur de la Russie. Bien, on en parle tout de suite. On en parle tout de suite. On en touchera aussi un mot de ce bras de fer judiciaire donc, qui continue donc, devant les cours et tribunaux de la Guinée entre M. Bahouri et la direction de l'UFDG. M. Bahouri, donc, qui se réclame toujours premier vice-président du principal parti d'opposition dans notre pays. Je ne le réclame pas, je le suis. Avant d'aborder le chapitre des efforts dans le règlement du contentieux ou du différent électoral en Guinée, on vous fait réagir rapidement sur cette sortie justement de l'ambassadeur de Russie en Guinée et qui à l'occasion en marge d'une foire du livre à la mairie de Matam cette semaine n'y pas les deux mêmes mots en critiquant les manifestations organisées par l'opposition. Il dénonce leur caractère violent et pour lui, aucun investisseur sérieux ne viendrait dans notre pays tant que ces manifestations continueraient sous cette forme. Comment vous avez suivi cette sortie de l'ambassadeur de Russie et qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, est-ce qu'il était dans son rôle? Ouais.
Vous savez, l'ambassadeur de la Russie... Il y a Fodé Oussou d'ailleurs qui a réagi vigoureusement à cette sortie. Je salue la déclaration de l'ambassadeur de la Russie. Je considère pour une fois, les diplomates qui d'habitude observent et se taisent, pour une fois, rentrent dans la danse parce que le pays est dans une situation difficile. Et ce qu'il a dit, tous les Guinéens l'ont déjà dit. Que ce soit les autorités morales, que ce soit certains responsables de la société civile et d'ailleurs. Et on ne peut pas... Même nous, les médias. Bien entendu. Les médias surtout. Oui. Bien entendu. Je dis et je répète, lorsqu'on est en train difficilement de tenter à faire redémarrer FRIA, avec tout ce que cela implique comme intérêt sur le plan social, sur le plan économique, et que des gens se permettent sur une base légale peu crédible de mettre le pays dans ce contexte, je trouve qu'il y a pratiquement de l'irresponsabilité. Et au-delà, c'est une trahison contre l'intérêt de la Guinée. Ça, c'est... Et je dis, n'oubliez pas, l'ambassadeur de Russie a une double casquette. Là, il est l'ambassadeur de la Russie, qui est un partenaire économique extrêmement important de la Guinée, avec des projets qui sont liés au rapport, à l'examen de la situation qu'il pourra faire à Moscou sur ce qui se passe en Guinée. Hein. Et en plus, il s'exprime au nom, avec la qualité de doyen du corps diplomatique. Est-ce que la Russie est un exemple de démocratie? Non, Ablaye, ne me fais pas dévier de sujet. Oui, on parle de la Guinée. C'est une question importante. C'est une question importante. La Russie, c'est le doyen. Absolument. Le doyen. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là que Dr Fodé Oussou a rebondi en disant que la Russie n'est pas le meilleur exemple quand même qui pourrait donner des leçons de démocratie à la Guinée. Mais il faut être sérieux, vous aussi, et s'élever un peu plus et comprendre comment le monde marche aujourd'hui. C'est ce que nous essayons de faire, M. Bahouri. Aujourd'hui, le doyen du corps diplomatique des ambassadeurs accrédités en Guinée a fait une déclaration. C'est le doyen du corps diplomatique des ambassadeurs accrédités en Guinée. Donc sa déclaration n'est pas simplement une déclaration liée à la Russie, c'est une déclaration qui peut être comprise comme un consensus de l'ensemble des ambassadeurs accrédités en Guinée, ce qui lui donne une force encore beaucoup plus grande. Deuxièmement, il y a certains qui devraient retourner là où ils devraient être. Comment pouvez-vous dire que le pays qui a un droit de veto au niveau des Nations Unies, qui fait partie des pays, les 5 qui ont la possibilité de décider de la paix et de la sécurité internationale, qu'on peut prendre ça à la légère? Et je suis désolé. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question d'Ablaye. La question est précise. Il pose la question de savoir est-ce que la Russie est un modèle. Non, la question n'est pas là. Je ne parle pas de la Russie. Je parle de mon pays. Et je parle d'une position que le doyen du corps diplomatique en Guinée a exprimée. Et je peux dire que c'est un consensus de l'ensemble des ambassadeurs accrédités en Guinée. Ça c'est un. Deuxièmement, M. Ablaïba, la Russie, membre du Conseil de sécurité, qui a un droit de veto, qui a la possibilité d'influer un peu partout dans le monde pour la paix, pour la stabilité ou pour d'autres raisons tactiques. Mais vous dites que non, il faut être sérieux. Il faut qu'on sache que la Guinée est dans une position difficile. Et je suis encore d'autant plus outré que le parti que j'ai créé, les gens que j'ai fait appeler, sont en train de salir et de ternir le nom de l'UFDG en l'éclaboussant, en nous faisant paraître comme des gens écervelés qui n'ont aucune vision de la gestion du monde. Il faut que les militants de l'UFDG mettent de l'ordre dans l'UFDG le plus rapidement possible. Monsieur Bahouri, donc notre invité ce soir, oui, allez-y. Monsieur Bahouri, on a vu ici Karl Prince, au temps de Dadis Camara, pourtant c'est une transition militaire qui s'est battue ici pour que les militaires partent. Il l'a dit publiquement. On a vu l'actuel ambassadeur des États-Unis dire, si toutefois la Guinée s'est hasarderait à envisager un 3e mandat, les États-Unis diraient non. Et comment comprendre aujourd'hui qu'un ambassadeur futur de la Russie se permettre de donner des leçons de démocratie à la Guinée? Est-ce que, moi c'est ça mon problème, est-ce que la Russie est un modèle? Finalement, parce que moi, non, je crois que ce qui dérange certains,
c'est qu'il a dit des vérités que beaucoup d'autres Guinéens ont déjà dit. Il faut prendre acte. Il faut que, pour une fois, que les Guinéens acceptent de se remettre en cause, ou certains Guinéens, la grande majorité est suffisamment sage, mettant le bon sens en avant. Mais c'est cette petite classe politique qui s'agite, si on ne dit pas vous êtes les plus beaux, vous êtes les meilleurs, vous êtes ceci ou cela, ils se disent ce gars-là est contre moi, il faut l'insulter. Je trouve que c'est irresponsable. Ça détériore l'image de la Guinée sur le plan international et ça ne permet pas à l'étranger de dire qu'on peut faire confiance à cette petite classe politique qui s'agit comme ça. Je veux et je souhaite que les Guinéens qui sont consciencieux, qui se disent la politique là, moi je ne me mêle pas, et qui laissent des gens nous tourner le pays en bourrique, qu'ils se disent que si le pays est entre les mains de personnes peu qualifiées et qui nous mettent dans des situations à chaque fois dangereuses, il y a aussi leur part de responsabilité. L'engagement citoyen doit être largement élargi. C'est pour cela que je salue deux choses. Premièrement, la communauté, à travers certains de ses responsables Baga, qui sont allés dire au chef de file de l'opposition, stop, les manifestations, on en a assez. Deuxièmement, je salue également la réunion des imams originaires de la préfecture de Pita. Beaucoup d'entre eux se sont retrouvés pour dénoncer des déclarations irresponsables de certaines associations. Il faut que dans ce pays, pour une fois, il y a des gens qui n'aiment pas Alpha Condé, c'est leur droit. Mais on ne peut pas permettre... Comme vous, quand vous étiez à l'exil. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas la même attitude. Ce qui est le plus important, c'est l'intérêt de la Guinée, la vision de ce que nous devons faire pour ce pays. On veut que ce pays soit stable, que les Guinéens puissent espérer avoir un meilleur cadre de vie Bien. pour l'avenir. Et de ce point de vue, le paramètre essentiel, c'est l'intérêt de la Guinée d'abord, l'intérêt des populations, et à la suite, le reste. Bien. Il nous reste 10 minutes à présent avec M. Baouri. À présent, Mohamed, on va aborder le chapitre règlement du différend électoral. On sait que les travaux du comité de suivi ont redémarré vendredi. Les choses sérieuses vont commencer mardi 10 avril avec la présentation par les différentes entités politiques de leurs réclamations et des éléments de preuve qui les sous-tendent. Mohamed Mara. Alors, M. Ba, le pays est englué dans une crise post-électorale depuis le 4 février dernier. Et aujourd'hui, l'opposition, essentiellement républicaine, l'opposition d'ailleurs plus largement, exige en tout cas ce qu'elle appelle la publication des vrais résultats. Donc des résultats quand même différents de ceux qu'on connaît dans 12 circonscriptions du pays. Alors qu'il y a, si vous voulez, la question de la légalité qui a été soulevée, mais qui aujourd'hui ne semble plus être suffisante pour régler le différend. Donc on se retrouve encore une fois autour d'une table de négociation. D'après vous, quelles devraient être les pistes de solution pour que non seulement le calme revienne, mais aussi qu'il y ait un minimum de redistribution juste, si vous voulez, des cartes? Je veux vous dire une chose. Le calme, de ce point de vue, est déjà revenu. Ça, c'est un paramètre fondamental. À travers la suspension des manifestations par... Oui, mais le risque d'un retour à la rue n'est pas écarté. N'est pas écarté. Si des gens veulent s'amuser, ils n'ont qu'à retourner dans la rue à tout moment. L'essentiel, qu'aucune vie ne soit mise en danger. L'article 10 de la Constitution leur permet de le faire. Mais aucune vie ne doit être mise en danger et les biens économiques des citoyens doivent être protégés. Ça, c'est la responsabilité de ceux qui organisent ces manifestations. Si on veut être plus sérieux que ça, ils ont voté la loi. C'est eux qui ont voté la loi. C'est eux qui sont au Parlement. Il fallait du code électoral. Bien entendu. Et ils ont, malgré nos réclamations, malgré à un moment donné la montée de certains points pour dire que cet aspect n'est pas bon pour le processus politique du pays, ils se sont arc-boutés pour faire quelque chose, pour se satisfaire eux-mêmes.
Aujourd'hui, ils contestent la légalité. Ils demandent à la CENI de violer la loi de la République. Si on veut que ce pays soit stable, ces gens-là devraient même être, en tant que parlementaires, l'Assemblée nationale devrait statuer sur leur position. Vous êtes forcément contre ce mécanisme de règlement du code Non, électoral. si vous faites ce règlement, vous êtes en train d'allumer le feu qui va brûler la Guinée. Mais l'initiative va être la solution parce que l'initiative du président de la République, M. Baouri, Justement. et suite aux consultations qu'il a eues avec M. président s'est déjà engagé. M. Sidi Touré. Mais le comité de suivi, c'est un comité de suivi. Un comité de suivi n'est qu'un comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord. Oh là, un accord est-il supérieur à la loi de la République? Non. À partir de ce moment-là, si vous faites qu'un accord soit supérieur à la loi de la République, vous créez l'anarchie. Alors, mais comment sortir de l'impasse? L'impasse, c'est le respect de la loi. Attendez, laissez-moi terminer. D'accord. Pour que les choses... Respect de la loi, quelle que soit la loi, respect de la loi, de manière ferme. Parce qu'on a trop longtemps donné des gages, ils s'agitent, ils prennent le pays en otage, on leur donne des biscuits de temps en temps. Non, il faut que ça s'arrête. Est-ce que pour vous, le président Alpha Condé, en recevant le chef de file de l'opposition, a manqué de fermeté, puisque en demandant à l'opposition de se rabattre sur le comité de suivi, il laisse penser qu'un réexamen des résultats était trouver une solution. Mais c'est que vous faites une interprétation d'un communiqué final qui, dans le fond, renvoie les gens devant des structures qu'eux-mêmes ils sont créés. Ils n'ont qu'à aller s'attraper et discuter au niveau de comité de suivi. Mais le pays doit continuer d'avancer. Et de ce point de vue, la responsabilité du président de cette commission de suivi, elle est fondamentale. Donc vous pensez que ce comité ne devrait donner aucune solution, ne devrait apporter aucune solution à ce différend électoral? À moins que les élus de tel camp acceptent de voter pour l'élu de tel autre camp. Ça, ils peuvent négocier ça dans les coulisses. Au niveau des communes. Bien entendu. Vous pensez que ce serait un peu la solution sous-entendue? Non, ce n'est pas une solution. Puisque l'UFDG réclame Dixine, que le FDG donne une consigne favorable au candidat de l'UFDG à la mairie de Dixine. Et je vois mal un élu, quel qu'il soit, qui accepterait de voter à la demande de sa hiérarchie pour un autre camp qui n'est pas vraiment de son ressort en tant que... Regardez, on perd du temps devant des absurdités. Cette situation, elle est cocasse parce qu'elle ne devrait pas être. Des gens qui ont voté une loi, qui sont parlementaires, qui ont été ministres, voire même premiers ministres, qui se comportent comme l'homme de la rue, qui ne connaît même pas comment fonctionne un État, les principes du droit, l'autorité de la loi, et on met en danger le pays, je trouve que c'est cocasse. Et la déclaration de l'ambassadeur de Russie est révélatrice. On veut que ce pays avance ou pas? On veut qu'on avance. Et de ce point de vue, moi je trouve que c'est une manière d'encourager l'impunité si on va... Les gens qui sont morts. Vous avez peur qu'on ouvre une sorte de boîte de Pandore, notamment quand on sait qu'il y a quand même les échéances législatives de début 2019, mais surtout de l'élection présidentielle de 2020. Vous trouvez que ce serait un précédent dangereux aujourd'hui que de revoir ces résultats? Bien entendu, parce que déjà on a fait pendant 8 ans cela. En juillet 2013, combien de manifestations, combien de gens qui ont perdu leur vie, combien de destructions de biens économiques pour dire, excusez-moi, laissez-moi terminer. Vous n'avez jamais questionné que les gens aillent à ce moment-là, c'était pour dire Weimar Sabari ne doit pas gérer le processus des législatives. À la dernière minute, accord politique, Weimar Sabari gère le processus. Pourquoi? Si on savait qu'on finirait par ça, pourquoi avoir mis en danger le pays? Pourquoi avoir sorti des gens? Pourquoi tous ces morts? Et on fait rebolote encore. Je trouve que la responsabilité des militants de l'UFDG
elle est essentielle pour contribuer à ramener la quiétude et la sérénité. Un mot sur, parce que ça va être la dernière question, un mot sur la sortie la récente sortie du ministre guinéen de la communication, M. Rachid Ndiaye, qui était dans les médias en français. Dans cette sortie, le ministre Rachid déclare que l'opposition utiliserait des groupuscules armés à l'occasion de ces manifestations. Ça nous fait penser au cas Grenade, Boubacar Diallo Grenade. Est-ce que vous croyez à cette présentation des faits? Est-ce que l'opposition a parmi ses militants, dans les rangs de ses partisans, des éléments armés? Qu'elle aurait même armé. Bien. Vous me faites, je serai obligé de répéter ce que je vous ai dit pendant 2 ans. Et parfois, avec scepticisme, certains ont rayé mes propos. J'ai été l'objet d'une tentative d'assassinat le 5 février 2016. Et c'est un garde-corps de chef de file de l'opposition qui a tiré la balle et qui a tué votre collègue. Des coups de poignard ont poignardé. Vous savez bien que la justice, la justice a tranché et n'a pas reconnu la culpabilité. Laissez-moi continuer. Laissez-moi. C'est à ce niveau-là que tout le monde a fait appel par rapport à ce jugement. Deuxièmement, j'ai été, dans le cadre de mes activités sur le terrain, en contact avec pour reprendre le contact avec la population, harcelé, agressé, que ce soit à Bambeto, que ce soit à Dabondi. Mais je connais ceux qui nous ont agressés. Je connais la complicité que certains d'entre eux ont avec certains éléments des forces de l'ordre. Donc, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui regarde des coris. J'ai l'expérience. Et aussi, ce que je dois vous dire, mais vous étiez témoin lorsque une section Caillou a été présentée au vu au su de tout le monde. Au mois de novembre, j'ai écrit en tant que fondateur de l'UFDG au ministre de l'administration du territoire pour attirer son attention sur ce fait grave qui viole la charte des partis politiques. Il n'a rien fait à ce moment-là. Je ne sais pas s'il fait quelque chose aujourd'hui. Mais les événements qui ont eu lieu, cette violence, cette incitation à la violence, à la haine, mais je trouve que dans ce pays, on joue avec le feu. On voit les choses, on ne veut pas le dire. L'histoire de Grenade, c'est une réalité. Le fait que certains soient armés est une réalité. Le fait qu'il y ait des complicités occultes avec certains éléments des forces de l'ordre au niveau de l'axe est une réalité. Voulons-nous pacifier notre pays ou voulons-nous, comme d'autres, ont plongé dans des situations qui déchiquettent leur territoire, comme le Mali actuellement ou comme la République centrafricaine, jouer avec ce jeu-là? Notre responsabilité collective. Vous soutenez que ces groupuscules sont armés et entretenus par cette responsabilité collective moi m'interpelle. Je veux que demain je laisse un pays en paix, paisible pour mes enfants, pour leurs petits-enfants et que demain on dise notre père, au moment où beaucoup lâchement se taisaient par complicité ou par je ne sais quoi d'autre, notre père a eu le courage de dire haut et fort ce qu'il fallait faire. Bien. C'était à l'instant M. Bahouri qui était notre invité, notre premier invité. Il était venu passer en revue avec nous l'actualité sociopolitique de notre pays. Merci à vous, M. Bahouri. Ce que je dois ajouter, la presse est le 4e pouvoir. Vous aussi, dans le contexte actuel, vous avez votre responsabilité. Bien. Bien, cette responsabilité, on va bien entendu l'assumer. Merci à vous, M. Bahouri. Merci d'être donc venu ce soir sur ce plateau. La suite dans un instant avec notre second invité.